Le commandement de l'armée de l'air avait compris quel capital représentait pour la défense nationale le maintien de l'entraînement des pilotes réservistes. Et dès l'année 1920, l'armée fit appel à ces pilotes pour leur offrir d'effectuer chaque année des périodes volontaires, leur permettant de conserver leur entraînement au pilotage. Les conditions étaient intéressantes, pour les Lyonnais en particulier. Il suffisait de prendre contact avec le 35e régiment d'aviation basé sur l'aérodrome de Bron et de venir voler dès que le temps le permettait. C'est ainsi que, de 1920 à 1928, j'effectuais dans ce régiment chaque année des périodes volontaires comme officier de complément. À partir de cette date, ces périodes furent organisées d'une façon plus militaire et les officiers pilotes durent effectuer leur entraînement dans leur régiment de mobilisation. C'est ainsi que je repris contact avec le 21e régiment d'aviation, basé alors à Essey, près de Nancy, et que j'y effectuais plusieurs périodes sur le détail duquel je reviendrai. Je retrouvais avec plaisir et intérêt cette région lorraine que j'avais si souvent survolée pendant la Première Guerre. Mais jusqu'alors, bien que m'ayant inscrit à l'aéroclub du Rhône, je n'avais pas eu l'occasion de piloter souvent des avions civils, dont la construction commençait à se développer en France. Or, je reçus un jour la visite de Jean Maillot, frère de mon ami André Maillot, qui venait me dire « L'État accorde une prime de 20% sur le prix d'achat d'un avion de tourisme aux pilotes militaires de réserve. Je viens d'obtenir mon brevet de pilote sur Potez 36 à l'aérodrome du Fayet et j'ai l'intention d'acheter un avion. Je vous propose de l'acheter à votre nom et nous l'utiliserions ensemble, à frais partagés. » Bien entendu, j'acceptais cette proposition, qui me permettait, ce qui était rare à cette époque, de pouvoir voler à volonté sur un avion personnel. Pour Jean Maillot, c'était également intéressant pour lui, car indépendamment du prix plus avantageux, il pouvait parfaire sa formation de jeune pilote en ma compagnie. Nous avons fait ensemble de nombreux voyages, en particulier vers Cannes, qui est pour les Lyonnais un but de voyage idéal. Le fait d'être le possesseur officiel de cet avion, Potez 36, Samson 90 chevaux, me valut à 2 reprises, en 1933 et 1934, de prendre part comme capitaine de réserve commandant une section d'avions estafette aux grandes manœuvres de Champagne, indépendamment des périodes que j'effectuais sur avions de guerre, Lior et Olivier d'abord, bloc 200 et 210 ensuite, au 21e régiment de bombardement. J'ai gardé un excellent souvenir de ces manœuvres, où j'ai rencontré des aviateurs célèbres, dont quelques-uns sont devenus des amis. Quelques anecdotes. Un capitaine se présente, Cornilion Molinier. Je ne suis pas l'assassin, faisant allusion au malheureux accident qui avait coûté la vie à Fronval, l'as de l'acrobatie sur Morane. 924 looping The Loop en un seul vol. Fronval avait atterri à Villacoublay, de l'autre côté de la route du principal aérodrome. Voulant regagner cet aérodrome, il redécolle, saute les arbres d'un coup de moteur et se pose au moment où le capitaine Cornilion prenait le départ sur avion SECM. Un malheureux hasard voulut que les 2 avions se dirigeaient l'un vers l'autre. Cornilion ne pouvait apercevoir Fronval en raison de la position du pilote dans le SECM. La collision devint inévitable, et Fronval, qui avait si souvent fait l'admiration des spectateurs des meetings aériens par des acrobaties extrêmement périlleuses, était victime d'un banal accident. C'est aussi dans ces manœuvres que j'ai fait la connaissance d'Albert Japy, qui fut directeur de l'importante société qui porte son nom, et dont le frère André Japy deviendra un aviateur célèbre en réalisant la première liaison Paris-Tokyo sur Simoun Renault. Albert Japy possédait un splendide caudron Falaine Renault noir et rouge qu'il avait acheté à Maryse-Bastier, et bien entendu me le fit essayer. Ces manœuvres étaient pour les pilotes l'occasion de s'entraîner à la précision d'atterrissage, car nous utilisions des terrains de fortune, très nombreux dans la Champagne, région très plate et peu boisée. Je me souviens qu'au retour d'un vol, comme passager de Japy, il avait la possibilité de se poser sur 2 bandes voisines, l'une plane, l'autre légèrement inclinée. Il choisit la bande inclinée pour accroître la difficulté d'un atterrissage qu'il réussit parfaitement, malgré la possibilité d'un cheval de bois, ce qui me fit lui dire « Pour toi, le risque est un élément essentiel du pilotage. » Ce goût du risque faillit lui coûter la vie, en 1940. Il commandait alors le centre d'instruction de la chasse à Montpellier et il décida de décoller en PSV, pilotage sans visibilité, en contrôlant le départ uniquement aux instruments de bord. Il ne vit pas, dans ces conditions, un petit engin qui se trouvait malheureusement sur le terrain. L'avion le heurta, prit feu, et c'est par miracle qu'on put le retirer des débris de l'avion, avec des brûlures aux jambes, ce qui ne l'empêcha pas de se faire porter dans son avion pour essayer de se battre après le 10 mai 1940.
Il a toujours gardé le goût du risque, et alors que je déjeunais chez lui après la victoire de 1945, avec un de ses officiers, car il avait bien entendu repris du service en 1944, un de ses officiers me disait qu'en occupation en Allemagne, il avait découvert un petit avion de tourisme Bucker camouflé dans une grange. Il l'avait fait remonter, et malgré les observations de ses officiers, l'avait ramené à l'aérodrome voisin sans avoir pu vraiment vérifier son bon état. Pendant les manœuvres, les avions estafettes étaient mis à la disposition des officiers généraux directeurs des manœuvres pour effectuer soit des missions de liaison, soit des missions d'observation pure, où nos passagers généraux nous faisaient survoler les opérations, allant de l'un à l'autre des troupes opposées, jugeant des actions effectuées, de l'efficacité du matériel en service, car pour la première fois des tanks B-25 de 25 tonnes étaient à la disposition d'une des parties. Or donc, Japy emmenait le général Weygand, chef d'état-major général. Roch avait comme passager le général Colson. Quant à moi, j'avais comme observateur le général Korap, dont le nom devait être tristement célèbre en 1940, car c'est lui qui commandait l'armée enfoncée en 1940 par les tanks allemands débouchant de la forêt d'Argonne, provoquant la rupture du front et l'encerclement dans la plus grande partie de l'armée française. C'est ainsi que pendant quelques jours, nous permîmes à ces généraux d'examiner le champ de bataille. Le général Weygand en particulier nous félicita, car il avait trouvé qu'il n'existait pas de meilleur observatoire pour juger de la façon dont les deux parties en présence avaient conduit leurs opérations. Je n'avais jamais eu et n'aurais plus l'occasion d'approcher le général Weygand. Il attachait la plus grande importance à la correction de la tenue militaire, et je le vois encore, avant de descendre de sa jeep, donner un coup de chiffon à ses chaussures, blanchies par la poussière de champagne. À l'issue de ces manœuvres, et après la critique qui en avait été faite, si j'ai bonne mémoire, par le commandant de Gaulle, Japy et moi, tous deux capitaines, rencontrâmes le général Ortlieb, que j'avais personnellement connu comme commandant au cours de la guerre 14-18, qui nous dit, tout heureux, « Mes enfants, la France a une chance inouïe. Ces manœuvres viennent de prouver que l'utilisation des chars peut donner à l'armée qui les utilise une supériorité écrasante sur l'adversaire. Or, en France, nous avons des aciéries, des ingénieurs. Nous pourrons facilement former un nombre important de divisions blindées, car il se trouvera bien 80 ou 100 000 jeunes Français pour faire carrière dans cette nouvelle armée. » Le général Ortlieb envisageait donc une armée de métier. La défense de notre pays serait ainsi parfaitement assurée. Or, le développement de l'armée blindée ne correspondait pas à cet espoir. Qui a été responsable de l'abandon de ce projet? Nous étions en 1934, et c'est bien certain qu'il aurait été possible d'avoir en 1939 une armée blindée de plusieurs milliers de chars, dont l'efficacité aurait été sans comparaison avec celle d'une ligne Maginot, réduite à un rôle défensif. Pourquoi donc ce projet d'une importante armée blindée a-t-il été abandonné, et s'est-on borné à créer quelques régiments de chars? Les Alliés l'ont bien compris, et après le débarquement le 6 juin 1944, c'est la percée d'Avranches, avec 600 chars Sherman, qui a déclenché l'offensive victorieuse des Anglo-Américains. Or, il est certain que le maréchal Pétain avait une influence déterminante sur les choix de l'armement de l'armée française. N'était-il pas président du Conseil supérieur de la défense nationale? Je ne garantis pas le nom exact de cet organisme. Il avait en tout cas la possibilité de faire prévaloir sa décision. J'en ai conclu, sans en avoir jamais parlé à personne, que le maréchal Pétain n'a pas compris quelle chance était offerte à la France, comme nous le disait le général Ortlieb, et que la face des choses en aurait peut-être été changée. Paul Gignoux, 1989.